Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Schneider Electric? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, c'est une entreprise qu'on a eu tendance à regarder plusieurs fois ici. On va très vite faire le tour d'horizon. Comme d'habitude, première chose, stabilité ou croissance des revenus. Ici, on peut voir qu'on a une croissance des revenus. Vous connaissez la question maintenant derrière, c'est pourquoi. Parce que rappelez-vous d'une chose, l'analyse quantitative présente les chiffres et l'analyse qualitative fait parler les chiffres. Les deux sont indissociables. Donc, c'est bien de savoir qu'on a une croissance des revenus, mais la question la plus importante, c'est le pourquoi. Donc, croissance des revenus, on aime ça. Ensuite, on a les marges brutes ici. Est-ce que les marges brutes sont stables? C'est la première chose qu'on recherche. Premier niveau de pricing power, c'est la stabilité des marges. Ici, on a une augmentation des marges. Vous connaissez également la question derrière, pourquoi? OK? Donc, en lisant les rapports financiers, vous devez toujours poser cette question-là. Ensuite, parce on voudrait savoir, est-ce que les marges vont continuer à augmenter? Ou bien on a atteint un plateau ici? Bref, quelle est la stratégie du management derrière? Ensuite, on regarde quoi? Marge EBITDA. Est-ce que les marges EBITDA sont également en croissance? Si vous avez des marges brutes qui augmentent, des marges EBITDA qui augmentent, on aime ça. OK? Ensuite, je rappelle que EBITDA n'est pas synonyme de rentabilité. Okay? C'est juste un raccourci ici, histoire de voir si la partie opérationnelle également a tendance à suivre. Parce qu'on peut avoir une croissance et des marges brutes avec une décroissance ici des marges opérationnelles. On aurait pu prendre ici les bits. OK? Donc, le bénéfice opérationnel ici, on va le dire comme ça. Ensuite, on regarde l'évolution du nombre d'actions. Est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? On va se dire que c'est plutôt stable. Okay? C'est très classique sur les compagnies européennes. Ensuite, qu'est-ce qu'on regarde? Dette nette sur EBITDA. Est-ce que la dette nette sur EBITDA est inférieure à 5? Ici, on a un ratio aux alentours de 1,6. On aime ça. Maintenant, derrière, c'est de savoir, est-ce que le ratio est à ce niveau pour tout ça? Parce que vous pouvez avoir un ratio de 1,6, pourtant la dette augmente. Donc, globalement, le ratio, il est bon. Donc, on va quand même regarder la dette du point de vue volume. Constatez ici que la dette du point de vue volume augmente. Et ici, on parle du ratio dette nette. Ça ne veut pas forcément dire que la dette a augmenté. Ça veut peut-être dire que le cash a diminué. OK? Parce que ici, on parle de la dette nette. Donc, c'est la dette totale moins le cash. Et vu qu'on peut retrouver la dette totale ici, qu'est-ce qu'on fait? On vient là, on clique, boum. On a ici la dette totale. Donc, on voit que la dette totale augmente. Et si on a une dette totale de 15 milliards, avec une dette nette de 11 milliards, en réalité, le cash net est aux alentours de 4 milliards par là. Okay? Donc, la différence entre les deux ici, c'est le cash net. Donc, globalement, la dette est gérable. Mais attention, avec les l'EBITDA. Mais vous rappelez qu'on ne paye pas la dette, on ne rembourse pas la dette avec les l'EBITDA. On rembourse la dette avec les free cash flow. On paye un dividende avec les free cash flow. On rachète des actions avec les free cash flow. Donc ici, la métrique des free cash flow est intéressante et importante. Free cash flow plus net income, on les met sur le même graphique. Qu'est-ce qu'on obtient ici? Est-ce que les deux parlent le même langage? Ici, on a des free cash flow légèrement plus élevés que les net income. Moi, j'aime ça. Si on avait l'information contraire, j'allais un tout petit peu m'inquiéter. Donc, histoire d'aller voir ici quelle est la différence entre nous. De toute façon, les belles entités, comme Schneider, ont tendance à avoir des free cash flow équivalents aux bénéfices nets, ou bien même des free cash flow bien plus élevés que ça. Et c'est une bonne chose. Une entreprise lambda, non seulement, quand une entreprise n'est pas intéressante, elle n'est pas extraordinaire ou bien n'est pas intéressante, elle a tendance à avoir des free cash flow soit inexistants ou en dents de scie. Donc, il faut faire attention. Quoique ça peut également dépendre du secteur d'activité, le cycle de vie de l'entreprise, parce qu'une entreprise vit et meurt. Donc, quand une entreprise est quand nous avons encore une entreprise en pleine croissance ici, les free cash flows sont parfois inexistants. Okay? C'est la raison pour laquelle quand ça va nous intéresser, c'est quand l'entreprise arrive au moins à s'autofinancer. Mais bref, on est là pour parler de Schneider Electric. Donc, j'aime ça. On continue. Ce qui veut dire que je vais prendre les free cash flow margin de Schneider Electric. On les prend là, on les met sur le même graphique, histoire de voir ici à peu près quel est le niveau de marge. Et là, vous constatez une chose. Augmentation des marges brutes, augmentation des marges EBITDA, stabilité des marges de free cash flow. Ça n'a pas trop changé dans le temps. Et on peut utiliser ici une médiane pour faire simple. On voit ici que sur les 10 dernières années, c'est 10%. Sur les 5 dernières années, c'est 13,2%.
Sur les 3 dernières années, on a du 11,28%. Donc la question est de savoir, est-ce que les marges de free cash flow vont avoir tendance à augmenter dans le temps? Parce que ça peut avoir une influence sur les bénéfices nets, sur le multiple de valorisation. Et donc, actuellement, nous avons du 13% sur les 12 derniers mois. Et quand on dit 12 derniers mois, jusqu'au mois de juin 2024, on a à peu près du 13,91%. Imaginez maintenant que j'essaye de faire un calcul ici. Disons que je considère que c'est une entité qui va rapporter 13,90% sur les années à venir. Et que je prends 1 milliard, c'est un exemple, hein, 1 milliard de chiffre d'affaires. Ça donne à peu près ici, disons, 139,10. Donc, disons 139 millions. Donc, je me dirais ici qu'il y a de grandes chances que la compagnie continue à rapporter 139 millions dans le futur. Mais maintenant, si ce n'est qu'une période ponctuelle, si les marges actuelles sont exceptionnelles, ce qui veut dire que je suis en train de faire une erreur. Je suis en train de survaloriser ce business-ci. Donc, il faut toujours aller regarder les marges moyennes, ainsi que les objectifs du management en termes de marge. Alors, ce qui me rend confiance sur ce business, c'est qu'on est présentement sur une période assez faste pour la plupart des entreprises exerçant ici dans le secteur des équipements, équipements électriques, équipements et composants électriques. Toutes les entreprises dans ce secteur d'activité ont le vent en poupe. Enfin, la majeure partie des entités. Et quand on parle de majeure partie des entités, si on fait un screening ici, je vais le prendre compagnie européenne également. Je vais les mettre là. Voilà, on va prendre les compagnies européennes. On laisse les asiatiques de côté. On fait ça, on les classe par market cap. Voici à peu près, dans une certaine mesure, les concurrents de Schneider. Ils ne font pas précisément la même chose. OK? Certains ici font précisément la même chose. D'autres font certaines... ils ont tendance à avoir des segments ici qui sont à peu près similaires. Mais ça reste des concurrents. Si on prend le secteur, si on prend l'industrie des composants, des équipements, d'équipements électriques, d'équipements et composants électriques. Et donc, vous remarquez que vous avez Schneider, Eaton, ABB, Emerson, Vertiv, Amtech, Rockwell, Legrand, Hubble. Que de belles entreprises, je précise. Acuity, très belle entreprise. Nextracker est également, elle me semble également intéressante, même si c'est pas le même, font pas précisément la même chose. Clairement, je peux dire que celle-ci, voilà, c'est pas le même business précis ici que Schneider Electric. Mais voilà. Vous avez à peu près des entreprises comme Adcore. Et vous allez remarquer que les Adcore, les Nexans, les Prysmian, ces entreprises-là ont eu tendance à avoir de très bons résultats sur les dernières années. Pourquoi? Est-ce que ça va continuer? C'est la grosse question qu'on doit se poser si on est intéressé par ce secteur d'activité. Et donc, ça tombe bien parce qu'en description de la vidéo, donc sur la page Top Invest, vous allez retrouver ici une analyse sectorielle à ce niveau. D'accord? Industrie de l'équipement et des composants électriques. En supplément de ça, je mettrai à ce niveau une note d'analyse concernant Schneider Electric. Donc, après avoir lu les rapports financiers, écouté les conférences calls, qu'est-ce que je comprends de cette compagnie-là? OK? Donc, je vous le mets ça ici gratuitement. Maintenant, si vous voulez avoir l'information concernant le secteur d'activité, les drivers de la croissance ici, pourquoi est-ce que, selon moi, l'optimisme ici attendu sur Schneider ainsi que sur les différents concurrents est justifié? Ça se trouve sur la page en question. Donc, je vais avoir tendance à le faire généralement sur d'autres industries. Comme je l'ai toujours dit ici, le plus important, c'est de comprendre ce qui se passe dans l'industrie quand on veut juger la croissance. Donc, si on parle d'évaluation ici, Schneider Electric, quand on regarde bien, le marché a eu tendance à payer aux alentours de 17 fois les bénéfices. 17 fois les bénéfices, ça veut dire que c'est un business mature. OK? Mais à partir de 2020, il y a eu un gros changement, de telle sorte que le multiple de l'entreprise ici a bénéficié d'une revalorisation des multiples. D'accord? Donc, si on se place sur ce business, combien de fois les bénéfices on aimerait payer? Parce qu'aujourd'hui, si on peut prendre la moyenne du secteur, on peut prendre la moyenne sur les dernières années, ça dépasse littéralement 20 fois les bénéfices. Enfin, la moyenne, c'est aux alentours de 17 fois les bénéfices. On pourrait même mettre 20 fois les bénéfices, qu'on serait toujours à un niveau assez correct. Maintenant, est-ce que c'est justifié pour que le marché paye plus de 25 fois les bénéfices aujourd'hui? Pour moi, la réponse pourrait être oui. Tout simplement parce que la croissance actuelle pourrait être durable.
OK? Mais faites attention, ça ne veut pas forcément dire ici qu'on va acheter l'entreprise à 25 fois les bénéfices. Idéalement, c'est un business que j'aimerais avoir aux alentours de 20 fois les bénéfices ou même en dessous de ce niveau-là. C'est une belle entreprise. Donc, si on utilise l'outil FastGraft, qu'est-ce que ça nous donne? On me demande de payer en date d'aujourd'hui. Un business prévisible, d'accord? Disons 67% du temps, les analystes font de bonnes prévisions ici. Et comme je l'ai souvent dit, les prévisions s'ajustent au fur et à mesure que l'année se termine. Donc, il y a 6 mois, on était à 8,48 $. Là, c'est 8,22 $. Il y a 6 mois, 9,57 $. Enfin, 9,57 €. Là, c'est 9,37 €. Il y a 6 mois, 10,46 € et là, 10,46 €. Donc, globalement, on est optimiste, mais au fur et à mesure que l'année se termine, il y a des ajustements. OK? Donc, on va se dire ici qu'il n'y a pas eu de grands changements dans le temps. Est-ce que si je devais payer cette compagnie en prenant en considération la variation des dernières années, c'est peut-être plus visible ici si je prends le price to earning, d'accord? On prend ceci. Voilà. Next 12 months. Vous allez voir ça à ces niveaux. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir, bien sûr. Merci. N'oubliez pas, si vous avez également des questions, vous pouvez me les envoyer directement sur Instagram. Le lien est également en description de la vidéo. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas la watchlist sur la page principale. De toute façon, je vous renvoie dessus. Donc ici, déjà, c'est une entreprise qui fait partie de notre watchlist. On mettra le target price tout à l'heure. Donc ici, nous avons à peu près 16 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, 17 fois les bénéfices. 5 dernières années, 21 fois les bénéfices. 3 dernières années, 20 fois les bénéfices. Donc, aller même à 25 fois les bénéfices, c'est exagéré. Mais je pense que ça pourrait être justifié. Ça, ce n'est que mon avis. Mais comme je l'ai dit, on paiera... Disons qu'on va se limiter à 20 fois les bénéfices. Si on renverse l'équation, parce que parfois, comme je dis, toute l'évaluation, c'est la partie la plus, enfin, entre parenthèses, la moins complexe. 10,46 $ divisé par 246 $. Ça revient à dire ici que si on me distribue la totalité des bénéfices nets attendus en 2026, admettons que ça se réalise, par rapport au prix que je paye aujourd'hui, j'ai un rendement sur coût de 4,25 %. Donc, vous pouvez bien distribuer un dividende, sauf surprise, sauf... bénéfices supplémentaires, enfin extraordinaires attendus à cette période-là, mon rendement sera de 4%. Ce qui, selon moi, est juste correct. Pour ce type d'entreprise, c'est correct. Pas exceptionnel, ce n'est pas un deal de malade, mais c'est correct. Mais attention, la croissance pourrait continuer. Parce que si on extrapole un tout petit peu, admettons que je prenne à peu près le forecasting, attention, c'est un jeu dangereux quand on fait de la guesstimation. OK? C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, concentrez-vous sur les drivers de cette croissance-là et donc sur l'analyse sectorielle. Donc, si on prend en considération l'estimation des analystes et, disons, une croissance moyenne de 11% jusqu'en 2029, admettons que cette compagnie s'échange à 25 fois les bénéfices, on sera à 357 €, soit une croissance moyenne de 7,45% si on ne prend pas en considération les dividendes réinvestis. Si on se situe à 20 fois les bénéfices, disons, on va se mettre là, c'est aux alentours de 2,44%. Donc, l'entreprise est correctement évaluée. Ça, c'est uniquement si on a une croissance moyenne de 11%. Certes, il y a de grandes chances qu'on ait cette croissance-là, mais n'oubliez pas que ça reste cyclique. Donc, combien de fois les bénéfices je paierai moi pour ce business? Comme je l'ai dit, il vaut mieux être prudent. Ce n'est ni 20, ce n'est ni 25, ni 17. Coupons la poire en deux. Limitons-nous à 20 fois les bénéfices. Ce qui veut dire qu'en prenant une certaine croissance, ça donne à peu près aux alentours de 209 €. 209 € moins la dette nette. Ne l'oublions jamais. Nous avons une dette nette aux alentours de combien? On a une dette nette aux alentours de 18 € par là. Et la dette nette avec les free cash flow, l'entreprise, je pense qu'elle peut repayer la dette nette assez rapidement. Je pense qu'on n'a pas regardé ça ici. Voilà, on a des free cash flow aux alentours de 5 milliards par là. Il y a de grandes chances qu'on continue à avoir ce niveau de chiffre-là. On a à peu près aux alentours de 15 milliards de free cash flow. Donc, on peut repayer la dette nette avec les free cash flow en 5 ans. Donc, pour terminer, à 20 fois les bénéfices, et je vous ai dit pourquoi est-ce que je prends 20 fois les bénéfices, tout en reconnaissant qu'elle pourrait mériter 25 fois les bénéfices, parce que la croissance attendue ici est assez justifiée. D'accord? Donc, ici, on était à combien? 209 moins 18, c'est bien ça? 209, 206, c'est la même chose. Moins 18, ça donne à peu près aux alentours de 191 $. Donc, idéalement, j'aimerais commencer à y réfléchir à partir de 191 $ en prenant en considération 20 fois les bénéfices.
Si je le prends à 25 fois les bénéfices, donc 25 fois 10 dollars 46 fois 10,46 moins 18 dollars de dette nette, ça donne à peu près aux alentours de 243 dollars. Donc c'est pour ça que je disais qu'au mieux, l'entreprise est correctement évaluée ici. OK? Donc, idéalement, on aimerait l'avoir à un prix bien plus bas que ça. Parce que le but du jeu ici est de maximiser son rendement par rapport au coût d'acquisition. Mais pour quelqu'un d'optimiste, si vous voulez investir sur Schneider Electric au prix actuel, questionnez la croissance à venir. D'accord? En tout cas, pour le moment, ça reste une belle entité. Je mettrai en target dans ma watchlist. Ici, je mettrai 191, enfin, on va venir, on est à 209 moins 18, c'est ça? Moins 18, ça donne à peu près combien? 191 dollars. Donc, je viens là. Nous avons ici Electrical Component, donc dans le secteur industriel. Donc, je viens ici. Voilà, je vais fermer ça. Collapse All. Donc, si vous avez accès à la watchlist, vous avez également le target price, donc vous pouvez savoir qu'est-ce que Thierry a mis ici, pourquoi est-ce qu'il a, enfin, la vidéo est disponible sur la chaîne, ça vous permettra de savoir à peu près pourquoi est-ce que j'ai mis ce prix-là, pourquoi est-ce que j'ai mis ce price target. Donc, je viens ici, secteur industriel, on cherche la compagnie qu'on appelle, voici comment elle s'appelle encore celle-là, Schneider Electric, voilà, je pense qu'on avait déjà fait une première vidéo dessus, il me semble, Schneider. Voilà, Schneider était ici et la dernière fois c'était 210 dollars. Donc vous voyez, on l'ajuste, on descend à 191. OK? Dans tous les cas de figure ici, la raison est quand 210, 191, ce n'est pas une grosse différence non plus. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il y a cet ajustement? Tout simplement parce que les multiples attendus ont également changé. Les bénéfices nets attendus ont également changé avec le temps. D'accord? De toute façon, il faut toujours se garder une marge de sécurité. Donc, pour quelqu'un qui rachète du Schneider au prix actuel, il compte énormément sur la croissance à venir. Il y a des points positifs. Il y a de grandes chances que ça arrive. D'accord? Mais pour quelqu'un qui veut être prudent, parce que la croissance est toujours incertaine ici, on peut avoir un ralentissement comme c'est écrit dans la note d'analyse en question, la note d'analyse sectorielle. Donc, il faut toujours faire attention. Ça reste un beau business. Si vous l'avez en dessous des 200 €, voilà, gardez vos prix tranquillement, gardez vos actions. Et pour tous ceux qui ont un meilleur prix, disons ceux qui l'ont acheté en 2022, c'est encore mieux. Il me semble que j'avais fait une vidéo en 2022, comme quoi c'est préférable pour moi de lire mes rapports financiers avant de faire des vidéos quantitatives. Parce que si j'aurais su du quantitatif, j'aurais tendance à payer ce genre d'entreprise à 15 fois les bénéfices. Après, même d'ailleurs, quantitatif ou qualitatif, je sais que mon prix va se situer aux alentours de 15 fois les bénéfices généralement. Et ça, c'est mon prix à moi, d'accord? Ça n'engage que moi. Je n'ai pas dit ici que non, ça vaut 156 dollars. Non, ça vaut bien plus que ça. OK? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vais pas peut-être vous dire que c'est surévalué. Non, non. On va se dire qu'on est correctement évalué, sans plus. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. N'oubliez pas, en description, dans les produits offerts par la maison, vous avez une analyse, une note d'analyse sur Schneider Electric. Et sur la page en question, tout en bas, vous avez la note d'analyse sectorielle. Et nous, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci.